Petit footing au Grand Canyon. Il est 16 h, je suis arrivé il y a 1 heure là. J'en profite avant qu'il fasse nuit. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que c'est pas dégueu. Voilà, le fameux Grand Canyon. Là, je suis sur le... ça s'appelle ça la rive sud. Demain, je descends là-bas. Je remonte, je sais pas où je remonte. Je pense que c'est peut-être, je sais pas si... Je pars très tôt parce qu'il y a 40 bornes. Et qu'est-ce que je rencontre sur le sentier en courant? Une sorte de cerf, je sais pas, c'est flippant. Il est super gros. C'est n'importe quoi. Ça a un nom, ils appellent ça en américain elk, je crois que c'est elk. On dit élan normalement, mais c'est pas un élan. C'est un wapiti. Tranquille. C'est complètement dingue. À partir du mois d'octobre, il y a tendance à commencer à pleuvoir. Ce qui n'est pas plus mal pour la région, parce que c'est très désertique, c'est très sec. Même si souvent l'après-midi, en fin d'après-midi, il y a des orages. Parfois il pleut pas. Et je viens d'essuyer une grosse averse. Là. Qu'est-ce que c'est beau! C'est assez surprenant cette couleur rouge là. Je sais pas d'où ça vient. Et voilà le Colorado. Il est à peu près à 700 mètres d'altitude, je crois. Phantom Ranch. C'est en descendant, une fois en bas, on traverse le Colorado, on arrive sur une sorte d'oasis qui est habitée il y a très longtemps, même déjà par le peuple Pueblo qui vivait dans la région. Et puis évidemment, les Américains, quand ils sont arrivés là, ils ont fait pareil, ils ont construit des petites cabanes au début pour faire de la prospection minière, et puis aujourd'hui pour les touristes. Donc il y a tout ce qu'il faut là, il y a un café, il y a un bar, on peut même manger, je crois. Alors, ils ont pas mal ils ont des mules pour transporter les bagages ou les vivres, et là on est à peu près à mi-chemin des deux rimes en fait, des deux rives, juste à côté de la rivière. Là j'ai fait 20 bornes et 4 heures. C'était en descente donc. Après il reste je pense encore 25. Il est 11 h. Je vais mettre 6 h ou 7 h. Tranquillement, il va arriver. Je suis arrivé là-haut, il fera nuit, mais j'ai tout ce qu'il vaut de toute manière. 1800 D+. Bon bah voilà, la journée se termine. J'ai traversé le Grand Canyon, le rim to rim comme on dit. J'ai fait il y a 40 bornes à peu près. J'ai mon sac là, j'ai quand même une tente et un gros sac de couchage. Et, du coup je suis un peu chargé et je suis un peu fatigué là.
J'ai mis un peu plus de 9h, 9h30. C'est une belle balade. Hein. La descente dans le canyon, sublime. Puis après on remonte un canyon connexe, très presque plat, enfin faut plat montant pendant 10 bornes, puis après on remonte, il faut sortir du canyon. C'est super, super beau derrière là encore. J'ai bien dormi, j'ai même très bien dormi. Enfin, non, longtemps. Je suis réveillé un peu pendant la nuit, mais... Il faisait à peu près 0 cette nuit, on est quand même à 2300 mètres et mi-octobre. Et voilà, c'est parti pour 40 bornes. Je suis parti à 5 heures, donc je pense que j'ai mis 10 heures hier. Je vais mettre un peu plus de temps aujourd'hui, parce que bon, je suis un peu plus fatigué, mais... C'est super. Il y a quand même un peu d'eau dans le Grand Canyon, hein. Une belle cascade là. Voilà ce que j'ai à manger alors. Il y a du beef jerky, c'est un truc typiquement américain, ça c'est de la viande séchée. Enfin de la viande séchée, mais il y a du sucre et du sel dedans. Pas forcément très sain, mais c'est pas mal. C'est pas mal pour la rando. Des biscuits grandma, les Cliff Bar, vous connaissez. Puis des... on appelle ça un mendiant, mélange de noisettes, cacahuètes, raisins secs, du sel. Pas mal de sel dedans normalement. Ça c'est bien hein, quand on randonne. Beef jerky. Jerky, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais tout en haut là-bas. South Rim. C'est l'endroit où c'est éclairé dans le creux là-bas au fond. Il doit y avoir 300 D-, 300-400 D- jusqu'au Colorado là. Un peu plus de 10 bornes et ensuite 1500 D+, ou 1300. Sur 10 bornes encore. Cette rivière là, ce canyon que je redescends. Hier je le montais. Bright Angel Creek ou Canyon, je sais plus. En fait c'est une faille. Une faille qui traverse tout le canyon du Colorado qui le coupe en deux. C'était aussi à l'époque des peaux rouges. Non, des pueblos. Les gens qui habitaient ici avant que les gens qui habitaient ici avant que les blancs arrivent. Une grande voie de passage, enfin la voie de passage principale qui permettait de traverser le Colorado. Maintenant c'est pour les touristes. Peut-être qu'à l'époque ils faisaient aussi du tourisme, hein, c'est pas impossible ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, du commerce oui sûrement. Dans les parcs américains, les campings sont très bien organisés. Chacun a sa petite parcelle et il y a même la possibilité de faire parfois des barbecues. En général, c'est super busy. Là, on est un peu à la fin de la saison, mais il faut vraiment réserver à l'avance, sinon impossible d'avoir une place. D'ailleurs, c'est souvent une surprise chez les Français qui arrivent ici, parce que en France, il y a toujours de la place dans les campings, à peu près hein, en montagne. Ici, non. Alors, pour traverser le Grand Canyon, il y a deux options, deux sentiers qui partent de South Rim. Il y a le Bright Angel Trail et le South Kaibab Trail. Ça vaut à peu près, je crois. Il n'y a pas d'eau sur le Kaibab. Par contre, il y a plus d'eau sur le Bright Angel. Il y a 3 points d'eau, je crois. C'est le sentier le plus utilisé par les touristes.
Et voilà, moi je suis descendu, j'ai fait l'aller par le South Skydive et je fais le retour par le Bright Angel. Alors je parle des options en partant de South Rim. Hein. Voilà, pour aller au nord, il n'y a qu'un sentier, c'est le North Skydive. Là, il y a une passerelle qui permet de traverser le Colorado, bien sûr. Hein. Mais à l'époque, il fallait le faire sans doute à gué ou peut-être avec des barques, je sais pas. Et il y en a une autre là-bas, il y a une autre passerelle que j'ai empruntée hier en descendant. Alors le débit du Colorado aujourd'hui est beaucoup moindre qu'il était auparavant parce qu'il y a un barrage qui a été construit, le lac Powell, hein, qui en résulte. Je sais plus, j'ai vu les chiffres l'autre jour là sur les variations de débit qu'il y avait à l'époque. Maintenant c'est à peu près stable, mais avant qu'il soit construit, les variations de débit ici c'était de la folie. Et à la fonte des glaces, à la fonte des neiges ou quand il y avait des orages, c'était cataclysmique, hein, fallait ne pas être par là. Là on les voit mieux les deux passerelles. Je pense que c'était des... J'imagine des amis, je suis des Quakers, les gens qui refusent toute modernité. Je sais doubler et on aurait dit des bonnes sœurs ou des moines en fait. Mais tous 20-25 ans maximum. Ça m'intrigue en fait. Rechercher un sens à la vie, vivre modestement. Mais refuser toute la société dans laquelle on vit, c'est bizarre. Je sais pas comment ils arrivent à maintenir ça entre eux. C'est quand même un sacré truc ce fleuve. Hein. D'après les spécialistes, il y a 10 millions d'années, il n'y avait pas de canyon. Et au gré des millénaires, il a creusé son passage, son lit. Je suppose que les roches le permettaient aussi. Mais il y a quand même ici, c'est quand même un peu le paradis du géologue. Hein. Alors tout en bas, le fleuve a créé son lit, a commencé il y a une dizaine de millions d'années. C'était allé assez vite parce qu'il a creusé sur 1500 mètres de profondeur, quelque chose comme ça. Puis il a tapé toutes les couches géologiques. Et apparemment la pierre qui est tout en bas, elle date de d'1,6 milliard d'années. 1,6 milliard d'années, ça ne veut rien dire hein, comme ça. La Terre a 4,5 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Donc finalement c'est étonnant parce que c'était très vieille pierre, très vieille roche, mais beaucoup moins vieille que l'âge de la Terre. Et en fait sur Terre on ne trouve pas de roches très vieilles. Je crois que les plus vieilles c'est 3 milliards d'années à peu près, pour 4,5 milliards. En fait avec la tectonique des plaques et puis tous les mouvements partout, les roches elles se détruisent, elles vont dans la lave, enfin elles vont sont recyclées quoi en fait. Et puis de trouver des pierres qui datent de l'époque où la Terre a été créée, on peut pas, il n'y a pas. Et ici c'est 1,7 milliard, donc c'est un tiers, quelque chose comme un tiers de l'âge de la Terre, tout en bas, derrière là, tout en bas du canyon. Pas mal. Alors, tant que j'y suis, j'ai continué hein, sur les notions de temps. La Terre, 5 milliards d'années, 4,5 milliards. L'univers, c'est 13 milliards 700 millions. 13,7 milliards pour l'univers. 5 milliards pour le Soleil et le système solaire. 4,5 pour la Terre. Et 1,7 pour les cailloux qui sont en bas. Donc 1,7 pour les cailloux. Et 13,7 pour l'univers. Ça fait 10%, ce qui n'est pas... l'univers, c'est un truc délirant, c'est l'univers, c'est tout ce qu'on peut concevoir, sauf le néant. Les cailloux en bas, ils ont 10% de l'âge de l'univers, ce qui est finalement, l'univers n'est pas si vieux que ça, parce que c'est 10 fois l'âge d'un caillou. Mais là-dedans, c'est pareil, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça représente comme durée. La Terre, 5 milliards, on va dire, 5 milliards la Terre. Soit 5000 millions d'années. Lucie, notre ancêtre
commun, on va dire, celui que vous avez entendu parler là avec Guy Coppens, comment il s'appelle, Stéphane, Robert Coppens, je sais plus son prénom, Yves Coppens. Le mec a découvert Lucie, et puis c'est un paléontologue, anthropologue de renom. Bah Lucie, elle a 3 millions d'années. 3 millions, et la Terre, 5000. Déjà, ça fait un peu plus vieux, quoi. Parce que Lucie, elle est très très vieille. Lucie, c'est 3 millions, et l'Homo sapiens, on va dire que c'est 100 000. Donc c'est 0,1 million. Donc, du coup, si on ramène tout ça à l'univers, l'âge de l'homme, c'est 100 000 ans, c'est 0,1 million d'années. 0,1. Et l'univers, c'est 13 700. 13 700, 0,1. L'univers, 137 000 fois l'âge de l'homme. Ce qui n'est pas énorme non plus. Hein, moi, je sais pas, je trouve. Après, bon, quand je dis l'homme, c'est l'Homo sapiens, c'est 100 000 ans. 100 000 ans, c'est énorme par rapport à l'histoire de l'humanité. Hein. Parce que si on parle de l'histoire, les futurs, c'était il y a 10 000 ans. Donc 100 000, 10 000, bam. Et tout ça, on le sait depuis très peu de temps. Tout ça, tous ces éléments de mesure, là, tous ces éléments d'échelle, on sait depuis, pour l'univers, 30 ans, quoi, maximum. Ça veut dire que probablement qu'on se trompe pas mal sur tout ce qu'on sait. On pense savoir, mais on se trompe. Sur 1000 ans ou 2000 ans d'histoire des sciences. Il y a 100 ans, à l'époque, on a découvert la relativité générale et puis la mécanique quantique. Il y a 100 ans, donc il y a 120 ans, on pensait avoir tout réglé en physique. Et puis en 100 ans, on a tout découvert de ce qu'on sait aujourd'hui, quasiment tout. Dont tout est presque chronologique là, depuis l'âge de l'univers. Parce qu'on suppose quand même que, on vulgarise comme en appelant le Big Bang, le moment où l'univers a jadis comme ça. Dans le moment à partir desquels on commence à pouvoir l'observer. Bah tout ça peut-être que c'est une connerie. Parce que bah voilà quoi, pas de raison que on en sache plus maintenant qu'il y a 200 ans. Schéma. Alors pour vous ayez une idée de l'échelle temporelle, j'ai fait un petit schéma, c'est plus parlant. Donc là c'est l'âge de l'univers, hein, l'échelle de temps. Big Bang, Soleil puis Terre juste après. Le fond du Grand Canyon, les cailloux tout en bas, c'est là. Nous avec les dinosaures, on est ici, hein. Les dinosaures on les distingue pas sur cette échelle. Et pour info, les premiers animaux, c'était il y a 600 millions d'années, c'était frais ici par rapport à l'âge de la Terre. C'est relativement vieux, hein, les animaux. Enfin, je parle des animaux un peu compliqués, hein, les êtres multicellulaires, pas les bactéries. Du coup, j'ai fait un deuxième schéma pour zoomer un peu ce qui se passe ici depuis les dinosaures. Donc ici, il y a deux échelles. Hein. Il y a depuis les dinosaures, 66 millions d'années. Et puis, ici, on arrive à Lucie, depuis Lucie, il y a 3 millions d'années. Bon, bah, les dinosaures. Bon, le schéma précédent, les dinosaures et nous, c'était quasiment au même point sur l'échelle de la planète, hein, de l'univers. Il y a 66 millions d'années, dinosaures. L'Himalaya, il y a 50 millions d'années. Le Colorado qui a commencé à creuser son lit, il y a 10 millions d'années. Puis Lucie, il y a 3 millions. Là, si on éclate, si on prend cette échelle-là, on est ici, hein, sur toute la largeur. Lucie, le feu, c'était à peu près il y a 1 500 000, 1 300 000 années. Et puis, l'Homo sapiens, qui est notre espèce, il y a à peu près 80 000 ans, c'est ici. Cro-Magnon, c'est il y a 30 000 ans, c'est quasiment à notre époque, quoi. Donc là, ça vous donne une petite idée un peu plus visuelle parlant de ces chronologies. Alors j'ai même fait mieux parce que j'ai fait un petit calendrier du truc. Si on dit que l'univers il a 1300 km d'histoire, 1300 km de taille, si on se projette par rapport à tous ces événements, la Terre 400 km, les dinosaures 6 km, Lucie 300 mètres seulement, pourtant c'était il y a 3 millions d'années. Hein. Le début de la civilisation, 50 cm. Je parle des pyramides de Gizeh. Jésus, 20 cm. Et Vincent Gaudin, 0,46 cm. C'est amusant. Voilà, toute l'histoire de la civilisation qui tient quasiment dans 1 mètre, même pas 1 mètre. 1,5 mètre, 50 cm. Et puis l'univers, c'est 1300 km. Finalement, l'univers, c'est pas si grand que ça ou si vieux que ça, puisqu'on arrive à se représenter ces éléments, ces distances temporelles par les choses qu'on arrive à appréhender, quoi. 1300 km, on voit ce que ça représente, et puis 50 cm, on voit aussi ce que ça représente. C'est quand même la civilisation, hein, mais c'est pas rien.
Il doit rester 500-600 D+, là, pour sortir du Bright Angel Fault. J'ai dit tout à l'heure, c'est une fault, ça veut dire faille. Mais c'est drôle d'ailleurs, parce que faille, enfin faute en français. Enfin, en anglais, fault, ça veut dire faille ou faute. Mais en français, c'est pas tout à fait la même chose. Une faille dans un système génère des fautes. Pff, putain, ah, je me saoule tout seul. Voilà, c'est fait. C'était 40 bornes et quelque chose comme 2000 et plus dans le sens sud-nord, et puis un peu moins dans le sens, parce que la rive nord est plus élevée de 300 mètres. Ça fait 40 bornes d'un côté, 40 bornes de l'autre, une belle balade. Normalement il faut 2 jours, enfin faut compter 2 jours pour la traverser. Moi je suis allé un peu vite, un peu en tôt, et sans trop m'arrêter, mais voilà, pour un trailer ça fait une belle balade, une belle sortie. Voilà, plus tard, ciao. Oui, j'ai oublié de dire aussi pour la traversée, quand vous êtes au nord, il y a pas de, enfin il y a un camping, mais si vous arrivez après le 15 octobre, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'hôtel, voilà, pour dormir. Donc il faut monter avec la tente, faire la traversée avec la tente, tente, de couchage, un petit matelas, de la bouffe pour les 2 jours. Ça alourdit un peu le sac, mais ça vaut le coup. Par contre, bon, il faut un petit peu entraîner, hein, parce que là il faisait plutôt frais, parce qu'on est mi-octobre, mais le faire l'été, c'est même un peu chaud, je pense, de faire la traversée en une journée avec le sac et tout. Ouais. Donc faites pas forcément ça chez vous, hein. Ou bien vous êtes un petit peu affûté. Voilà, c'était la traversée du Grand Canyon, c'est le Grand Canyon américain. Je vais enchaîner assez vite avec une autre vidéo sur la course que je me suis apprêté à faire dans la foulée, la Javelina Android, un 100 miles près de Phoenix. J'ai couru comme... j'ai pas couru en fait vraiment la course, j'ai joué le pacer pour un des participants, un des concurrents. Ça devrait suivre là, dans la foulée, dans 2-3 jours je mets la vidéo de la course en ligne. Allez, à bientôt.